C'est l'heure du face-à-face avec David Revaud-Dallon du Monde et Bruno Jeudi du journal du dimanche. Bonjour messieurs. Bonjour, et comme Roselyne. chaque semaine, vous analysez, vous décryptez la semaine politique. Alors après la séquence internationale pour François Hollande, l'Élysée est rattrapé par la colère sociale, plans sociaux, grève des profs, manifs. L'Élysée et le gouvernement se heurtent au mur de l'impuissance face au licenciement, à la croissance qui se fait attendre, au moteur de la compétitivité qui est en panne. Bref, pression de la rue et pression aussi des partenaires sociaux qui veulent retranscrire dans la loi l'accord obtenu il y a un mois sur la sécurisation de l'emploi. Alors, messieurs, on rentre dans le dur. Pour le gouvernement, après, dans le fond, les promesses de campagne, eh bien, la réalité du pouvoir, est-ce qu'on peut dire que Jospin, en son temps, avait peut-être raison? Eh bien, l'État ne peut pas tout. François Hollande s'est opposé avec force à cette maxime qui avait fait tant de mal à la gauche, souvenez-vous, puisqu'elle avait en particulier abouti au 21 avril 2002 à l'élimination au premier tour. Pendant sa campagne, il avait fait moult démonstrations, moult moulinets, souvenez-vous, notamment sur les sites des usines. Il avait fait Goodyear, il avait fait évidemment Florange, qui avait abouti à la déception que l'on sait en décembre dernier. Là, la séquence est quand même un peu Puis plus... toute la rhétorique Montebourg aussi. Absolument, et avec l'épisode Montebourg qu'on ne rappelle pas. Mais la séquence, elle est un petit peu délicate parce que finalement, on vient de sortir d'une sorte de divine surprise sur à la fois la séquence du mariage gay qui a fortement remobilisé des partenaires socialistes, des parlementaires socialistes, pardon, un peu hésitants sur la politique économique. Et donc, retour du clivage droite-gauche, un sujet très fort de société avec des affrontements, des joutes verbales assez intéressantes d'ailleurs, pendant 2 ou 3 semaines à l'Assemblée. Et puis, cette séquence sur le Mali qui, même si on voit qu'elle se dégrade un petit peu ce week-end sur le terrain, eh bien, avait quand même pendant 3 semaines... Je crois qu'elle n'est pas un peu délicate, la séquence pour François Hollande, celle qui s'annonce maintenant, elle est explosive pour François Hollande. Parce que là, c'est les vrais sujets. C'est quand on parle d'une colère sociale, la colère sociale, elle existe déjà. D'abord dans les différentes usines où des plans sociaux sont engagés, et ils vont aboutir probablement... malgré les moulinets d'Arnaud Montebourg, à la fermeture de ces usines. Je pense à Petroplus, je pense à peut-être celle de Goodyear à Amiens. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. Et d'ailleurs, tous ces ouvriers et ces héros syndicaux là, qui est très médiatisés, vont se retrouver mardi devant le siège de Goodyear, une espèce de coalition comme ça des ouvriers menacés dans leurs usines pour manifester leur désappointement, leur mécontentement, leur grogne face à François Hollande, parce que François Hollande, en plus, il était venu leur dire « Mais non, on ne fermera pas. Pour répondre à votre question, Hollande ne dira pas, comme Jospin, on ne peut rien faire, mais c'est exactement ce qu'est en train de faire son gouvernement. C'est quand même exactement ce qu'est en train de faire son gouvernement. J'ajoute juste un point, David, c'est que Thierry Lepan, le futur patron de la CGT, dans les colonnes du journal du dimanche ce week-end, c'est ma petite séquence publicité, Roselyne, disait « Hollande s'inscrit dans la suite de Nicolas Sarkozy ». Il était très dur avec Arnaud Montebourg qui parle, mais qui n'agit pas. Et il était également, par contre, très très dur avec Manuel Valls. Il y a un truc qui n'est pas passé. C'est le côté martial du ministre de l'Intérieur qui a dit pas de débordement dans les manifestations parce qu'on ne voit pas beaucoup d'images, mais ça se tend beaucoup dans les usines. Alors l'interview, pardonnez-moi, juste un mot. Alors, l'explosivité de la situation, je trouve que Bruno exagère un petit peu. Certes, l'interview de M. Lepon était très dure, à la fois sur le président, sur le ministre de l'Intérieur, etc., sur la politique économique, qui compare effectivement à celle de Sarkozy. Oui, absolument. Simplement, Thierry Lepon, il est quand même en congrès, il a des enjeux internes par rapport à la CGT, et il doit évidemment se faire remarquer et marquer des points. La deuxième chose, je n'irai pas jusqu'à l'explosivité, mais c'est vrai qu'on est sur une situation... La CGT, on les avait vus quand même plus conciliants que François Hollande pendant la campagne électorale. Je me souviens de Bernard Thibault qui appelait à voter pour François Hollande dès le premier tour. Mais c'est vrai qu'on a une situation sociale historique. On a une situation sociale en pente douce avec 2 catégories qui avaient quand même contribué à la victoire de François Hollande, qui sont évidemment les ouvriers salariés et de l'industrie et les enseignants. Et là, c'est quand même des publics, des catégories qui sont celles électoralement du Parti socialiste. Alors, je disais tout à l'heure, cette double pression, la pression de la rue et puis la pression aussi sur cet accord dans le travail qui a été conclu le 11 janvier et qui, dans le fond, doit être traduit de manière législative, mais rien n'est moins sûr. Ça, vous avez raison, Roselyne. Actuellement, c'est l'autre souci du gouvernement, c'est ce qui se passe en coulisses, c'est-à-dire cet accord qui a été célébré, alors peut-être un peu moins. François Hollande avait parlé peut-être d'un accord historique. Il y a eu beaucoup de mousse autour de cet accord, qui est un accord honnêtement très important et qui, s'il se met en œuvre, changera beaucoup de choses dans notre
notre droit du travail. Déjà sur la méthode. Oui, sur la méthode, et puis sur ce qu'on appelle depuis des années la flexi-sécurité. Donc effectivement, c'est très important. Sauf que là, en coulisses, Madame Parisot voit peut-être la gauche de la gauche, certains parlementaires socialistes vouloir un peu détricoter cet accord. Et du coup, le gouvernement est en train un peu de louvoyer sur la question. Alors, on va passer au Mali avec cette belle séquence de la guerre pour François Hollande, Papa Hollande, libérateur du Mali. Et bien, les choses ont l'air de se corser à Gao, puisqu'il y a eu des affrontements avec les islamistes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Est-ce que la France n'a pas crié victoire un peu trop vite? De toute façon, c'était le bon moment pour crier victoire. Ça a été étudié. Le déplacement de François Hollande au Mali, l'opération de communication était soigneusement calée dans l'agenda. Je veux dire, c'est au moment où, je dirais, la stratégie militaire, la victoire militaire pouvait être présentée comme à son climax. Maintenant, évidemment, il y avait un risque et le scénario est en train de commencer à se produire. Le scénario redouté est en train de commencer à se produire, c'est-à-dire le spectre d'une guérilla avec des attentats, avec une sorte de guérilla urbaine, des islamistes qui sont cachés dans les maisons, au sein de la population, dans les villages alentours. Et on s'aperçoit que finalement, Gao, qu'on avait vendu il y a 15 jours, souvenez-vous, comme libéré, comme une grande victoire, eh bien Gao est quand même moins libéré que ça. Et les autres villes, Tombouctou, Kidal, mais aussi des villes peut-être plus au sud, pourraient être sujettes là à ce type d'action violente, guérilla, attentats, etc. Et là, pour le coup, ça serait un vrai désaveu. Donc, attention aux bourbiers, c'est vraiment le risque qui se présente. Tout peut se retourner très vite. Je ne sais pas si tout peut se retourner. On sait que sur ce type de conflit, ça ne s'arrête pas net comme ça tout à coup. Il y a plein de questions qui restent pendantes au Mali, qui est un pays qui n'a plus d'État, un pays qui est ravagé par la question identitaire des Touaregs sur le nord du pays. Donc de toute façon, tout ça ne va pas se régler en 5 minutes. En plus, les djihadistes, le terrain de chasse est grand, donc ils se cachent dans les villages, tout n'a pas été nettoyé, et fatalement, l'armée française est sans doute partie pour rester un certain temps, pour aider l'armée malienne qui, on connaît le manque de moyens. Ce sera pas facile. Alors affrontement, cette fois pas au Mali, mais affrontement en tout cas en perspective à l'UMP, entre les prétendants au trône, non pas pour les primaires pour le parti, mais le primaire pour les partis, non pas pour en 2016. Oui, ça devient compliqué. C'est comme le Mali, c'est très compliqué. Il y aura deux primaires pour l'instant. Les premières, bien sûr, c'est ce qui concerne Paris. Voilà, donc Paris, ça va être un peu. Les fillonistes considèrent que ça va être un peu le test de la capacité de l'UMP à organiser des élections en son sein. Et c'est vrai que ça va être une première. C'est pas gagné. Ça va être une première. Ça va être une première pour la droite d'organiser une primaire ouverte où en gros, chaque sympathisant de droite dans la capitale, il y aura une primaire à Paris qui devrait avoir lieu entre la fin. Voilà, il y aura une élection à l'UMP et normalement, la primaire en 2016. Donc c'est vrai que pour François Fillon, c'est quand même un test. Et celle de Paris va être, on va mesurer la capacité de l'UMP à avoir retenu les leçons de ce fiasco du mois de novembre qui reste aujourd'hui quand même incroyablement... Alors pas droit à la triche là. Donc voilà, donc cette fois-ci pour qu'il n'y ait pas de triche, ils ont décidé de passer au vote électronique. Et évidemment, ça c'est une décision de la fédération UMP de Paris qui est tenue par un ami de Fillon, qui s'appelle Philippe Goujon. Et évidemment, immédiatement, on a vu Madame Dati, qui est candidate à cette primaire. Qui ne veut pas de ce vote et qui ne veut pas de ce vote électronique, oui, copéiste. En bonne copéiste. En bonne copéiste, elle préfère un bon vote avec les bulletins, les feuilles d'émargement, enfin tout ce qui a... Et toutes les possibilités. Et tout ce qui a créé le trouble au mois de novembre. On verra, mais c'est un test derrière. On en rigole si vous voulez. Mais c'est quand même un test important dans la perspective des deux autres élections, que vous le disiez, celle de l'UMP au mois de septembre et surtout la primaire de 2016. Oui, on a l'impression qu'à l'UMP, on aime tellement les élections, ça a été un tel succès qu'on a envie de les multiplier à l'infini. Non, simplement au-delà de cet épisode qui est assez intéressant, parce qu'il montre, je trouve, finalement, l'état de... on peut le dire, d'anarchie qui règne à droite et que la compétition n'est absolument pas réglée. On le voit avec Fillon qui ne se présente pas à Paris, mais qui va, je crois, cette semaine annoncer quelques signes de sa candidature. On le voit avec les méthodes de vote qui sont surveillées et qui ne manqueront pas dans les semaines et les mois qui viennent de faire polémique, un peu comme au Parti Socialiste, puisque les techniques électorales avaient été... qui sont prêts à confier ça, enfin en tout cas les fillonistes confier ça à la Poste. Oui, absolument. Voilà, ils ont tellement peu confiance dans
les permanents du parti qu'ils veulent faire sous-traiter ça par un prestataire extérieur. Mais pourquoi pas les casques bleus de l'ONU? La Poste serait un peu les casques bleus de l'ONU. Les casques bleus, absolument. Non, mais ça montre bien que le problème du leadership n'est absolument pas tranché. Et la preuve, c'est que Nicolas Sarkozy, là encore, n'oublie pas par petites touches et très subtilement de se faire rappeler au bon souvenir. Absolument. On se reverra bientôt. Une sortie à la plage, voilà. Une sortie à la plage, voilà. Est-ce que l'idée du fonds de commerce idéologique de la droite va se poser, ou ce sera en fonction du leader? Je crois pas du tout. Je pense qu'en fait, ça a été un alibi, un artifice que les fillonistes ont ajouté au moment de cette crise pour essayer de pointer des différences au fond, entre deux tempéraments. Hein. Jean-François Copé, qui est sans doute plus à droite que François Fillon, et François Fillon, qui est un autre tempérament et qui serait moins à droite. Moi, je crois qu'à l'arrivée, il n'y a pas grand-chose qui les différencie. Ces gens-là gouvernaient ensemble sans vraiment se déchirer sur les questions très importantes, Europe, emploi. Ils sont tous les deux pour la suppression des 35 heures, ils sont tous les deux contre le mariage pour tous. Moi, je pense que la question idéologique est vraiment un artifice. Pour une fois, je suis assez d'accord avec Bruno. C'est vrai que ça me rappelle un petit peu pendant la primaire, souvenez-vous, Aubry Hollande, qu'on a beaucoup opposé sur le plan programmatique, idéologique. Aubry très social, très à gauche. Hollande plus social-démocrate. En réalité, il y a peu de choses qui les opposent. C'est la même chose pour Copé et Fillon. Il y a eu beaucoup de postures de campagne. Je crois que si on a opposé un représentant de la droite dure, plutôt ultra, et puis un gaulliste social, etc., je crois qu'en réalité, ils sont très proches et que les postures tiennent à la campagne et à la volonté de se démarquer. Il y a aussi, évidemment, les amis des uns et des autres. C'est sûr que quand vous avez... c'est facile, d'ailleurs, hein, parce qu'on jette souvent... on le pointe souvent du doigt. Quand vous avez Patrick Buisson qui conseille plus Jean-François Copé que François Fillon, évidemment, à droite, on dit « Ah, vous voyez, Jean-François Copé ». Mais globalement, on ne peut pas dire qu'il y a une différence idéologique énorme. Alors, on terminera sur, bien sûr, cette information de la semaine. Le pape qui démissionne, et peut-être un François Hollande qui n'aura pas eu l'occasion de rencontrer le pape, hein, puisque normalement, vous savez que chaque président de la République doit se rendre à Rome pour être intronisé chanoine de la tranche, je parle sous le contrôle de David, qui ne fera pas ce voyage. Moi, je l'ai fait pour Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, mais François Hollande le fera peut-être, mais avec un autre pape quand celui-ci aura été... De toute façon, c'est une obligation. De toute façon, le président de la République... C'est une obligation, c'est une tradition, mais là, de toute façon, le François Hollande n'en a jamais parlé, il n'a jamais pour l'instant envisagé cette hypothèse. Mais il y avait ce voyage qui était quand même c'est vrai, dans les tuyaux, mais on se demande si de toute façon c'était le bon moment après l'adoption du mariage gay. Même François Mitterrand avait rencontré le pape en son temps. François Mitterrand disait, quelque temps avant sa mort, je crois aux forces de l'esprit. On se souvient que Nicolas Sarkozy parlait de son côté catholique, sa foi catholique. Il en a écrit un livre, je crois que c'est Témoignage, c'est ça, ou Liberté. Non, il a écrit un livre avec un religieux, justement, qui faisait état de ses interrogations, parce que Nicolas Sarkozy n'était pas, une grenouille de François Hollande, alors, le rapport de François Hollande... Il a été élevé dans une famille d'obédience, de tradition catholique, mais lui-même se revendique, se considère, il l'a dit à plusieurs reprises, comme profondément laïque. Voilà, c'est dans la ligne droite. Alors, athée, je l'ignore, mais en tout cas laïque, ce qui veut bien dire que, dans un sens, il n'est pas forcément... Pour le coup, républicain, qui est souvent flou, pour le coup, est assez cohérent. Pas de mariage, pas de loup. Il n'y a pas de loup sur cette question, et c'est vrai qu'il n'a jamais évoqué ça, ni en privé, ni en public. Donc un François Hollande qui n'ira pas rencontrer, en tout cas Benoît XVI, il ira sans doute à Rome, mais pas rencontrer Benoît XVI, puisqu'il vient de donner sa démission. Merci à tous les deux, et à très vite sur France 24. Merci.